Alors pour ce thème qui consiste avant tout à vous présenter le contexte et à vous rappeler ce que sont le Proche et le Moyen-Orient, pour pouvoir traiter justement le sujet, le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis 1945, je souhaitais d'abord surtout vous rappeler ce qu'on appelle en cartographie la nomenclature, c'est-à-dire être capable de placer des noms de pays sur une carte, et comme ça nous permet de resituer quels sont les principaux pays qui constituent les acteurs de la région. En premier, j'ai choisi les États les plus vastes. On pourrait dire que les principaux acteurs actuels de la région, c'est le petit État qui est situé à proximité de l'Égypte, qui est l'État d'Israël, qui va être le principal protagoniste quand même d'une bonne partie du cours, au moins jusqu'à la fin de la guerre froide. Mais ensuite, on a d'autres États qui, si vous le remarquez, sont assez vastes et qui vont être des acteurs essentiels aussi des conflits de ces dernières années. Donc, l'État le plus à l'est, qui fait un peu la jonction entre le Moyen-Orient et l'Asie vers l'Inde et le Pakistan, c'est l'Iran. L'Iran, grande puissance, ici à prétention nucléaire, même si les derniers accords avec les Occidentaux ont fait que globalement l'Iran est revenu sur sa volonté d'acquérir l'arme nucléaire, mais c'est la grande puissance qui s'oppose à l'autre grande puissance actuelle qui est l'Arabie Saoudite. Alors, hormis Israël et l'Arabie Saoudite, j'insiste aussi surtout sur les pays qui ressemblent à des nouveaux pays émergents comme l'Iran. L'Iran avec près de 80 millions d'habitants. En dernier, si on suit les flèches, vous avez ici l'Égypte. Donc l'Égypte, elle se situe ici, toujours dans l'Afrique du Nord, mais à la jonction avec l'Asie. Comme vous avez déjà ces 4 pays qui sont situés, on peut quand même passer un peu de temps pour rappeler assez facilement, justement, qu'ici, on a la Turquie. La Turquie, qui est un État d'à peu près 80 millions d'habitants, l'Égypte qui a à peu près 90 millions d'habitants, et l'Iran qui en a également à peu près 80 millions. Donc on a affaire à des puissances qui sont à peu près de même importance, hormis l'Arabie Saoudite qui construit sa puissance sur le pétrole et sur son alliance avec les États-Unis. Alors cette carte de situation, elle permet vraiment de clarifier les choses aussi en termes géographiques, la distinction entre Proche-Orient et Moyen-Orient. Le Proche-Orient, pour les Français, c'est cette région qui est à proximité de la Méditerranée et qui est la plus proche de l'Europe. Les Anglo-Saxons, surtout les Britanniques à la base, avaient une conception un peu différente. Ici, le Moyen-Orient, c'est la zone dans laquelle ils ont été très actifs au début du XXe siècle, au moment des indépendances arabes et de la lutte contre l'Empire ottoman. On a deux conceptions comme ça un peu différentes, Proche et Moyen-Orient, mais on peut inclure les deux, enfin on peut mélanger les deux dans un seul concept. L'Égypte, l'Arabie Saoudite et l'Irak sont quand même des pays arabes qui participent d'un ensemble assez proche. Alors par contre, ça nous permet aussi de situer des choses simples. Situer que on a la Méditerranée à l'est, puis la mer Noire au nord de la région, en fait, qui permet une jonction entre ce Proche et Moyen-Orient et l'espace russe. D'accord, c'est ce qui explique aussi, on va dire, la présence russe maintenant dans la région. Si vous regardez bien, ici, c'est la Russie et la Syrie est d'une certaine manière assez proche, d'accord, à moins de 1000 km des frontières russes. De la même manière aussi, on a cet espace qui est bordé par l'océan Indien, qui permet la jonction justement entre l'Europe et l'espace indien, le sous-continent justement indien, qui est, on va dire, une zone de croissance potentielle importante et une grande puissance locale.
Donc on a tout ça qui est relativement simple à situer. On a la spécificité aussi du golfe Persique, qui est ici. Le golfe Persique, c'est la région par laquelle, notamment ici, le détroit d'Ormuz, transite une bonne partie du pétrole mondial qui va devoir quitter la zone pour aller vers la Chine, vers les États-Unis, vers l'Europe. Donc on a une région éminemment stratégique et dont le contrôle est essentiel pour la plupart des grandes puissances. Alors après l'espace général, j'ai souhaité vous présenter le principal espace de conflit, au moins entre 1945 et 1990, qui est l'État d'Israël. Donc l'État d'Israël, originellement, ce n'est pas un État. C'est un territoire qu'on appelait la Palestine, qui était un ancien territoire de l'Empire ottoman, qui avait été confié après par un mandat, une espèce de colonie, au Royaume-Uni. Donc on se retrouve avec une situation en 1945 où on a de plus en plus de colons juifs qui vont arriver dans cette terre qui est considérée par les juifs comme leur terre sainte. Alors elle est considérée par les juifs comme leur terre promise et terre sainte, mais elle est aussi considérée par les chrétiens comme une terre sainte. Et même chose, la ville de Jérusalem, qui est ici, héberge un des lieux saints de l'islam, le mont Al-Aqsa, sur lequel est située une mosquée très importante pour l'islam. Alors, ça nous met dans une situation très particulière où cet État d'Israël, il est entouré d'États qu'on va pouvoir considérer parfois comme ennemis. Certains États se considèrent toujours comme les ennemis d'Israël. Le Liban, même s'il y a une paix, la Syrie pendant longtemps, mais là c'est un peu fini, la Jordanie également, et l'Égypte ont longtemps été des ennemis d'Israël. C'est plus le cas aujourd'hui, mais on a eu beaucoup de tensions justement entre Israël et ses voisins arabes, au moins jusqu'au milieu des années 70. Alors, de la même manière, il faut s'intéresser au territoire israélien en soi. C'est pour ça qu'ici, je vous ai mis quelques flèches particulières. Donc, si on resitue un peu la carte, au nord, on a un conflit avec le Liban. Et dans ce conflit, on a un groupe particulier qui est ennemi d'Israël, un groupe chiite soutenu par l'Iran, qu'on appelle le Hezbollah. Qui est un groupe chiite qui, globalement, est le groupe armé qui tient la frontière sud du Liban et qui, avec lequel le gouvernement libanais est obligé de composer. Même chose, vous avez ici un territoire qu'on appelle la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est un territoire d'où l'armée israélienne a fini par partir, on verra, et qui est dirigé par un groupe islamiste politique qui s'appelle le Hamas. Le Hamas, c'est un des protagonistes palestiniens, justement, qui s'oppose depuis assez longtemps à l'État d'Israël. Et en dernier, on a ce qu'on appelle l'autorité palestinienne. Comme vous le voyez, son contrôle du territoire est de plus en plus amoindri. Et cette autorité palestinienne, c'est l'héritière de l'OLP, on verra, qui était le groupe de libération, l'Organisation de libération de la Palestine, dirigé par Yasser Arafat. Alors, en même temps, on voit que voilà, Israël est toujours entouré de groupes plus ou moins opposés par les États arabes, mais que le contrôle d'Israël sur certaines zones reste fort. Les zones sous contrôle de l'autorité palestinienne, on le voit ici en vert relativement clair, elles sont restreintes. Les zones sous contrôle partiel aussi. Par contre, les zones sous contrôle israélienne, dans cette région qu'on appelle la Cisjordanie, où vous avez les territoires palestiniens, le contrôle de l'armée israélienne est effectif sur au moins la moitié de la zone. Alors ici, avec la friche, je souhaite surtout qu'on puisse discuter d'une chose intéressante pour la suite,
qui est qu'on peut diviser globalement les conflits entre conflits centrés autour de la création d'Israël et d'une certaine manière des conflits qui sont nés de la création de cet État avec les États arabes, et les autres conflits qui ont des causes multiples et qui peuvent être justement liés à pas mal de moments de l'histoire différents, mais qui en soi ont commencé pour la plupart, enfin en tout cas se sont multipliés après la chute de l'Union soviétique. D'accord? Donc on pourrait diviser 1945 à 1990, et d'une certaine manière, on a deux époques différentes. Alors, tout ce qui est lié à l'État d'Israël, on le retrouvera ici, mais on a la crise de Suez où Israël est intervenu contre l'Égypte, la prise de Jérusalem-Est qui marque encore plus l'avancée israélienne justement en Palestine, les problèmes que les réfugiés palestiniens ont suscités, ça on en parlera, mais surtout, on verra les deux principaux conflits de ces années 60-70 que sont la guerre des 6 jours et la guerre du Kippour. Alors, une fois qu'on a parlé justement de ces conflits liés à la présence d'Israël, on pourra tout de même évoquer là un peu plus longuement la révolution en Iran qui va changer la donne parce qu'on va amener un État profondément hostile à Israël et aux États-Unis dans la région. Et on pourra passer aussi à la guerre entre l'Iran et l'Irak que les Américains avaient soutenu, mais aussi à tout ce qui va suivre ce conflit irano-irakien avec l'invasion du Koweït par l'Irak, la guerre du Golfe, la première qui va s'en suivre avec l'intervention américaine, et tout ce qui va après être lié beaucoup plus aux attentats du World Trade Center à New York, avec les interventions américaines en Irak, en Afghanistan, pour enfin terminer par le printemps arabe. Donc là on a une périodisation qui sera assez facile à faire. Alors avant de passer à des tableaux pour vous expliquer quels sont les acteurs, qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont et où ils se situent, parce qu'il faut quand même resituer pas mal de choses, on va se baser justement pour faire ça sur deux cartes. La première carte ici que j'ai sélectionnée, là, qui nous vient de la documentation photographique, elle vous montre les ressources pétrolières ici, donc dans une espèce de bleu foncé. On voit qu'en Arabie Saoudite, au Koweït, en Irak, en Iran, elles sont très concentrées autour du golfe Persique, c'est ce qui marque l'importance du golfe. Et on peut voir également d'autres choses. Alors ici, cette carte, elle permet également de situer les principaux conflits. Alors même si la résolution n'est pas très bonne, malheureusement la documentation française ne nous permet pas d'avoir mieux. On a un conflit ici qui a été signalé parce qu'on a eu la guerre entre l'Iran et l'Irak il y a assez longtemps, un conflit au Koweït avec l'invasion irakienne, un conflit entre l'Égypte et Israël au Sinaï, des conflits entre Israël et Palestine et conflit au Liban. Et le conflit en Syrie actuel. Donc on a tout un tas de conflits qui peuvent être signalés et beaucoup de pays de la zone ont été concernés d'une certaine manière par ces conflits. De plus, il y a des choses quand même très précises sur cette carte qui sont indiquées. Premièrement, les minorités chrétiennes importantes. En Égypte, c'est à peu près 10% de la population, alors ça paraît peu comme ça, mais ça fait presque 10 millions de chrétiens. C'est la plus grande minorité chrétienne qui vit dans un pays à majorité musulmane. La Syrie, des chrétiens qui pour beaucoup ont été chassés, et l'Irak aussi, donc ça c'est plus lié au mouvement migratoire et à la crise des migrants, mais c'est aussi potentiellement facteur de conflit. Ensuite, quelque chose qui apparaît, je vais l'entourer en bleu pour changer, la présence de l'islam chiite. D'accord, l'islam chiite majoritairement en Iran, mais aussi au Yémen avec un conflit en cours, et au Liban. On a cet islam chiite qui est très important et qui occasionne une sorte de guerre froide entre l'Arabie Saoudite ici et l'Iran, qui sont les deux puissances, l'une sunnite et l'autre chiite, qui s'opposent.
Là, on a vu pas mal de choses sur cette carte. Sur l'autre carte, justement, on peut discuter de pas mal de choses également. Donc on retrouve cette idée de production de pétrole, de ressources ou autres que là on avait sur la carte précédente. Cette idée de conflit majeur ou conflit toujours ouvert. Là, les conflits qui sont toujours ouverts, là, ce sont les conflits syriens, irakiens avec l'État islamique, mais aussi les talibans en Afghanistan. Alors là, on sort du Proche-Orient, mais on peut toujours rappeler que la Libye aussi est déstabilisée, mais également le Yémen. D'accord, on va voir qu'il y a toujours plusieurs conflits qui sont concernés. Les États qui ont été soumis à des sanctions internationales sont essentiellement la Syrie, mais ces sanctions-là ont été en bonne partie levées, et aujourd'hui la Syrie, à cause de la guerre civile qui s'y produit et autres. Autre point intéressant pour nous, c'est que on a aussi là, comme figuré dans le grand 2, sur la zone de tension et de conflit, un État qui est membre de l'OTAN, donc qui est allié des États-Unis, la Turquie. Et vous avez la plupart des flottes aussi américaines qui protègent cet approvisionnement pétrolier. D'accord. Là, on a la flotte méditerranéenne, ici. Une partie de cette flotte qui peut être stationnée en mer Rouge, et l'autre partie de la flotte qui est dans le golfe Persique, et après le détroit d'Ormuz, d'accord, les Américains et si on rajoute les Français et les Britanniques pour ce qui est de la Méditerranée, essaient de contrôler la zone, au moins les mers, et c'est là qu'on peut rebondir sur le chapitre du contrôle stratégique des mers et des océans. Donc ces deux cartes, elles vont nous aider à produire un tableau de réflexion sur quel est l'état justement du Proche et du Moyen-Orient. Alors je vous ai sélectionné une carte justement dans le but qu'on puisse observer rapidement quels sont les principaux groupes qui ne sont pas forcément des États et qui sont des groupes qui ont part dans les conflits actuels du Proche et du Moyen-Orient. En Égypte, on a eu les frères musulmans, mais ils étaient arrivés au pouvoir par des élections légales suite au printemps arabe. Le président a été renversé et inculpé par les militaires. Vous voyez également les groupes de l'opposition syrienne qui sont basés essentiellement dans ce qu'on appelle la Syrie utile, c'est-à-dire dans l'ouest du pays, et qui combat à la fois l'État islamique et le gouvernement syrien. L'État islamique, dans son maximum d'expansion, oui, était relativement grande, mais en voie de régression à peu près partout. De tous côtés, l'État islamique recule. D'un autre côté, on a l'OLP, mais qui est plus le type d'organisation qu'on a pu connaître en Palestine. L'OLP aujourd'hui joue plutôt un rôle de gouvernement local. On a également les mouvements kurdes ici qui font partie à la fois de la lutte contre l'État islamique, mais aussi de la lutte contre l'État kurde. Donc c'est une situation complexe que j'ai choisi de synthétiser dans un tableau, donc, auquel vous pouvez avoir accès ici. Je ne vais pas le commenter parce que c'est extrêmement long à faire. Par contre, on l'aura vu en classe ensemble et vous l'aurez en format papier. Alors ça nous permet quand même d'aborder plus ou moins qui sont les acteurs, de reprendre une carte ensemble, de reprendre une carte, un fond de carte vide du Proche et du Moyen-Orient, et d'essayer de situer un peu quels sont les acteurs de ce Proche et Moyen-Orient qu'on doit étudier ensemble. Alors cette carte-ci traite essentiellement du problème de l'eau. Vous avez les bassins des principaux fleuves, le Nil, le Tigre et l'Euphrate. Dans la région, vous voyez qu'il y a assez peu de fleuves importants. On a des régions très désertiques, des régions avec beaucoup de tensions autour de l'eau. Mais ça me permet également de rappeler certains petits points intéressants. Là, vous voyez, la disponibilité en eau par habitant, elle est quand même assez peu importante pour beaucoup. Par contre,
Ce qui manque un petit peu sont d'autres types d'informations économiques. Donc je rappelle, le pétrole circule essentiellement dans cette zone et les conflits peuvent avoir lieu pour le contrôle des ressources en général. D'accord? Donc l'eau est une composante, on va voir comment on peut le traiter. Alors actuellement, on ne peut pas dire qu'il puisse y avoir des conflits directement liés à l'eau. On n'a pas eu de guerre de l'eau, contrairement à ce que certains avaient voulu annoncer, des géographes ou des économistes. On a des tensions, on peut dire, qui sont liées à l'eau, notamment parce que l'État d'Israël pompe dans les ressources en eau de la Jordanie et des Palestiniens, mais les Palestiniens ne sont pas en mesure de lutter. Et de manière plus flagrante aujourd'hui, les Turcs, avec leurs barrages nombreux, privent en partie d'eau la Syrie et l'Irak qui sont situés plus en aval justement du fleuve. Enfin des deux fleuves, du Tigre et de l'Euphrate. Donc là, on a certaines tensions qui sont possibles, mais ça c'est pour rappeler les difficultés justement de gestion de certaines ressources localement. Alors ici une carte plus géostratégique pour synthétiser dans le tableau qui va suivre ensuite un grand nombre d'informations, hein. C'est vraiment une région extrêmement riche en termes d'informations pour des géographes. Et là dans le cadre de ce programme d'histoire, c'est aussi un thème qui est quand même assez facilement traité par les cartes. Alors, on peut relever par exemple les présences militaires étrangères qui font partie de la donne. Les bases militaires américaines, même s'il y en a moins actuellement, en Afghanistan et au Pakistan. Les bases militaires américaines qui contrôlent le Golfe, là si vous regardez d'ailleurs c'est intéressant, les Américains contrôlent à peu près tout le détroit d'Ormuz et le chemin maritime qui mène entre le golfe Persique et la mer Rouge en passant par l'océan Indien. Ils stationnent régulièrement une flotte à proximité du golfe Persique, qui a été matérialisée ici, ou parfois en mer Rouge. Alors pour continuer avec ces bases américaines, on a également des bases américaines en Turquie, en Méditerranée, en Irak suite à la guerre d'Irak, d'accord, si vous vous souvenez bien, d'autres en construction pour protéger, on va dire, la zone autonome kurde, donc une très très forte présence américaine. Obama a déclaré le retrait des troupes américaines, mais il reste quand même des dizaines de milliers de soldats américains positionnés dans un certain nombre de bases qui sont là pour encadrer des troupes, mais qui dans le Golfe sont aussi là pour intervenir. Alors ça fait quand même pas mal de présence étrangère et surtout américaine. Et quand on regarde, on a également certains pays qui peuvent s'opposer à cette puissance américaine qui ont pu être considérés comme menaçants. D'accord, les Iraniens ont positionné des bases au sud de leurs frontières, enfin de leurs frontières maritimes en tout cas, là où transite la plupart du pétrole, là où sont leurs grandes raffineries aussi, alors que la majorité de leur population vit dans le nord du pays. Là, on a une tension entre Américains et Iraniens sur le contrôle des routes pétrolières, mais aussi entre Américains et leurs alliés saoudiens qui sont ici, qui sont farouchement opposés à l'Iran. Alors ça nous fait un panorama déjà assez complexe, mais dans tout ce panorama, il faut ajouter des puissances qui peuvent avoir une importance minime, mais parfois affirmée. Le Pakistan et l'Inde, on peut les exclure temporairement, là, toutes les deux, mais ce sont des puissances nucléaires. Et ça nous permet de parler d'Israël, qui est ici, qui est la seule puissance nucléaire déclarée. De la même manière, l'Iran a tenté d'avoir l'arme nucléaire et de la posséder, et c'est le président Obama l'an passé qui a réussi à obtenir des accords avec l'Iran et d'autres puissances occidentales pour que l'Iran accepte d'arrêter de mener ses recherches en matière de nucléaire militaire pour se concentrer sur du nucléaire civil, mais surtout pour que l'embargo envers l'Iran soit levé et que le commerce avec l'Iran soit de nouveau possible et plus facile. Vous voyez, il y a des situations assez différentes, mais c'est depuis 1991 très lié à la présence américaine sur place et au conflit qu'il peut y avoir autour. Alors, Israël, là, ça figure pas dans la légende et ça c'est un oubli, mais
Elle a ses propres bases militaires qui sont ici. Et vous voyez que certaines bases israéliennes sont situées en plein territoire palestinien. D'accord ? Israël contrôle son territoire et aussi la Cisjordanie, donc un territoire à peu près grand comme la Belgique, mais sur lequel vivent quasiment 14 millions de personnes, donc encore plus densément peuplé que la Belgique. Alors j'ai résumé les principales informations des documents précédents. Vous pourriez avoir des cartes à commenter au bac dans l'étude critique de documents. Il peut arriver, hein, même si c'est rare qu'il y ait un seul document à commenter, la plupart du temps bien sûr c'est deux. Alors, ces documents, comme n'importe quel document, ça pourrait être des textes, peuvent permettre de traiter les différents facteurs de conflit au Proche-Orient. Ici, j'ai choisi de m'attarder sur les facteurs économiques et puis je les avais divisés en 3 catégories par rapport à ce qu'on pouvait lire sur les cartes. Le pétrole et le gaz, donc la production des hydrocarbures, le contrôle des passages stratégiques qui peut être synonyme de tension et de conflit, et l'importance de l'eau et des barrages qui est rappelée dans le programme ou autre et qu'on n'a pas toujours beaucoup le temps de voir. Alors les infos là des documents des 2 cartes précédentes sont essentiellement quels sont les passages et où sont situés les oléoducs, les gazoducs, les gisements, les raffineries. Et aussi, là je l'ai mis, les bases militaires américaines. Bon, on verra qu'on peut également le mettre dans le contrôle de passages stratégiques. Mais on a tout un tas d'informations qui sont liées justement à la volonté américaine de contrôler la production de pétrole et surtout son transport et son approvisionnement un peu partout dans le monde, mais surtout pour leur propre marché. Alors les connaissances que nous on peut apporter et qu'on ne voit pas forcément dans les documents, par exemple, rappeler que l'Arabie Saoudite est le premier producteur de pétrole au monde. Rappelez que l'Iran est devenu le 2e de la région, et non pas du monde, parce que la Russie est devant, et que l'Irak suit de peu. Donc expliquer les conflits, par exemple l'intervention américaine en Irak en 2003, par une volonté américaine de diversifier leur approvisionnement en pétrole, d'être moins dépendant de l'Arabie Saoudite, et d'une certaine manière de contrôler un peu les cours de leur côté. Bon, ça s'est pas passé exactement comme ils le souhaitaient. Les grandes raffineries, elles sont, ça par nos connaissances, mais aussi par un commentaire que vous pouvez faire de documents, elles sont quand même globalement basées en Iran et en Arabie Saoudite, qui sont les 2 pays les plus stables. Et ensuite, le contrôle de la production, rappelez que l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, concerne surtout des États de cette région. Et que, avec la mainmise qu'ils ont sur le pétrole, ils peuvent jouer sur les prix. Alors pour critiquer les 2 cartes précédentes, il manque quand même pas mal de choses. Si vous avez à faire appel à votre esprit critique, vous pouvez voir qu'il manque réellement une information sur la quantité de la production de pétrole. Une information qui manque aussi sur la taille des gisements qui existent dans la région et leur importance stratégique au niveau mondial. Ensuite, il y a très peu d'informations sur les incidents qui sont liés au pétrole, et là on pourrait rappeler l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990. Là, le Koweït était envahi par les Irakiens qui voulaient mieux contrôler la production pétrolière et s'approprier une partie justement de ce que le Koweït faisait. Autre chose qui manque, c'est les intérêts russes dans la région qui sont devenus plus flagrants, qui sont géostratégiques mais qui sont aussi pétroliers. Hein. La Russie a intérêt à avoir de bonnes relations avec certains États pétroliers de la région et a aussi intérêt à ce que les prix des hydrocarbures soient élevés, hein, que ce soit le gaz ou le pétrole. Alors, sur le point dont on peut parler sur les facteurs économiques de conflit, du contrôle de passages stratégiques, là je rappelle que c'est le détroit d'Ormuz qui est un peu au centre de tout, même s'il y a aussi Suez. D'accord, il ne faut pas oublier le canal de Suez, qui est relativement essentiel. La mer Rouge aussi, on a tout un tas de mers relativement étroites ou fermées que, là, en l'occurrence, les flottes américaines sont là pour contrôler. Alors ce contrôle des passages stratégiques est essentiel, il faut le rappeler. Les connaissances que vous pouvez apporter quand vous êtes dans votre étude critique de documents, c'est essentiellement les flottes américaines, elles sont là en termes de gendarmes de la région pour
fait en sorte que le pétrole coule dans le monde et que la croissance mondiale ne soit pas impactée par les décisions ou les conflits locaux. Alors rappelez que le détroit d'Ormuz voit passer 60% du pétrole mondial, que la région produit, en tout cas, les réserves principales dans le monde qui permettront de continuer à dominer le marché des matières premières, des hydrocarbures, pétrole et gaz pendant longtemps, même si la Russie et le Venezuela sont, on va dire, en ascension de ce côté-là. Et rappelez que dans cette histoire de contrôle de passage stratégique, l'Iran tente d'améliorer son contrôle sur le détroit et sur ses mers. Donc l'Iran, elle joue un peu aussi sur sa position stratégique pour s'affirmer comme puissance. Ce qui n'apparaît pas aussi, ce sont les actes de piraterie, mais aussi les accrochages. On a eu un accrochage en 2008 entre bateaux iraniens et américains. Ces documents sont également peu précis sur l'importance du détroit d'Ormuz, qui est quand même considérable. Ensuite, pour changer totalement de sujet, l'importance de l'eau et des barrages est moins mise en valeur dans beaucoup de documents, dans beaucoup de livres ou autres, mais reste quelque chose d'intéressant pour nous en termes de réflexion, parce que la pauvreté des ressources en eau, elle a tendance à faire que les États se battent pour contrôler certains fleuves. Alors on a le Jourdain entre Israël, les territoires palestiniens et la Jordanie. C'est pour ça que je vous ai mis l'eau suscite pas mal de tensions entre Israël et ses voisins. Israël aussi a toujours refusé de rendre un morceau de la Syrie qu'on appelle le plateau du Golan. Ce plateau permet de contrôler en partie justement l'accès à l'eau pour les terres israéliennes qui sont de ce côté-là. De la même manière, les Turcs prélèvent de très importantes ressources en eau sur le Tigre et l'Euphrate avec leurs barrages pour irriguer leur propre culture, et privent les Syriens et les Irakiens, et là ils jouent sur la faiblesse de l'État syrien et de l'État irakien dans le conflit, pour prélever plus d'eau. Alors là, il manque des informations sur les quantités d'eau qui sont utilisées ou détournées, sur la captation de la ressource, c'est-à-dire combien l'État d'Israël capte de pourcentage de ressources du territoire et du fleuve, par exemple du Jourdain. Même chose sur la Turquie, on ne sait pas exactement ce que les Turcs prélèvent. Alors un autre document afin de pouvoir parler des conflits religieux ou des facteurs de conflit qui sont liés à la religion au Proche-Orient, la division majeure que vous devez apprendre à connaître entre sunnites et chiites. Bon, le sunnisme, c'est l'islam majoritaire, le chiisme, c'est d'une certaine manière le protestantisme de l'islam, on pourrait dire ça comme ça, c'est la version minoritaire de cette religion. Elle est à peu près aussi ancienne que le sunnisme, à quelques décennies près. Les chiites se sont affirmés très tôt comme suivant un imam qui était censé être l'héritier légitime du prophète Mahomet. Il se trouve que ça a donné lieu à une religion qui est parfois assez différente de l'islam orthodoxe, avec des saints un petit peu comme dans le catholicisme, des pénitences et des flagellations un petit peu comme dans le catholicisme. Certaines choses qui font que aussi les imams sont très importants dans l'Iran, que les autorités religieuses et le clergé dans le chiisme sont, on va dire, bien plus importantes que historiquement dans le sunnisme. Alors, pour faire simple, les populations chiites majoritaires, on les trouve essentiellement ici en Iran, ici dans le sud de l'Irak, et autour justement du golfe Persique, qui est vraiment une terre chiite. C'est pour ça que les monarchies comme l'Arabie Saoudite, qui sont sunnites, elles sont souvent très dures avec les populations qui vivent exactement là où sont les réserves pétrolières. Même chose, on a des conflits liés à ces tensions entre communautés. En Iran, ces tensions, elles existent peu, mais l'Iran fait beaucoup pour que, en tout cas a beaucoup fait à un moment, pour qu'elle se développe en Irak. Si on fait un peu la limite entre population chiite majoritaire en Irak et population sunnite ici, on a des tensions très fortes, notamment dans Bagdad, avec des attentats fréquents avec l'État islamique. Et ça fait partie un peu du jeu d'influence entre Iran et Arabie Saoudite. D'accord? L'Arabie Saoudite, c'est la grande puissance sunnite, et l'Iran, c'est la grande puissance chiite.
Et ces deux États, on le verra plus tard, se battent notamment au Yémen. D'une certaine manière, l'Iran finance la guérilla et les milices chiites au Yémen, tandis que l'Arabie saoudite finance l'armée yéménite pour réprimer ces gens-là. Même chose en Syrie, on a une petite minorité ici chiite, comme au Liban, qui est justement l'origine de la famille de Bachar el-Assad, ce sont des Alaouites. Alors bref, pour résumer, on a deux versions de l'islam relativement différentes. On a un pays, Oman, dont on parle peu, mais qui fait partie d'une branche de l'islam particulière, qui est traditionnellement assez opposée aux Saoudiens et à l'Iran et qui est pro-occidental, donc qui reçoit aussi des bases américaines. On a également tous les petits États pétroliers qu'on pourrait rappeler dans le Golfe Persique, qui jouent un peu aussi sur ces divisions. Quand la famille qatari à la base, la famille royale qatari, princière, tout ce que vous voulez, est une famille sunnite avec une population minoritairement chiite. On a également des chiites qui sont présents ici dans les Émirats arabes unis, pardon. Alors, on se retrouve avec une situation où, dans cette région-ci du monde, où il y a peut-être 350 millions de personnes qui vivent, on a quand même peut-être 120, 130 millions de chiites. Dans cette région particulière, les chiites représentent peut-être 30% de la population, ce n'est pas le cas parmi les musulmans. Mais ici, ils jouent un rôle important et les tensions entre les deux variantes de l'islam et les États qui les portent, et surtout l'idéologie que chacun essaie de développer dans le monde, et leur influence dans la région, ça crée énormément de tensions. Alors même chose en termes ethniques, où on peut définir de nouvelles lignes de fracture, même si elles sont peut-être moins importantes que celles qui existent dans la religion. On a des peuples qui se disent arabes et qui parlent des langues arabes, essentiellement toute la péninsule arabique, l'Égypte, et puis là on peut prendre une partie de la Libye. Tout ça, d'une certaine manière, ce sont des gens qui se reconnaissent dans une culture arabe commune, la langue arabe, même si elle n'est pas parlée partout de la même manière. Opposés historiquement en partie aux Arabes, on a des Perses qui sont ici en Iran, qui sont majoritaires en Iran et qui constituent, on va dire, historiquement, le peuple musulman non arabe le plus dynamique, le plus influent et celui qui a le plus pesé dans l'histoire de l'islam. Ensuite, on a des choses un petit peu plus précises et en même temps complexes. La présence des Kurdes sur 4 États différents, en Turquie, en Iran, en Irak et en Syrie. Ils sont quasiment devenus totalement indépendants en Irak, autonomes en Syrie, et ils ont certains droits reconnus par le gouvernement iranien, tandis qu'en Turquie, ils sont en conflit ouvert ici avec l'État turc. Alors on a ces lignes de fracture qu'on pourrait dire ethniques, puis il ne faut pas oublier forcément que tout au cœur de cette région, on a l'État juif, et dans cette vaste région, on a 6 millions d'habitants d'Israël qui sont juifs. Donc ça crée une mosaïque de langues, de peuples et autres qui se reconnaissent plus ou moins d'ailleurs dans des variantes différentes de l'islam. On pourrait rappeler aussi que parfois ils se reconnaissent dans d'autres religions que l'islam, comme au Liban, où une bonne partie de la population est chrétienne. Alors, il y a tellement de facteurs religieux de conflit dans la région qu'il serait difficile en moins de 5 heures de vous faire la liste complète. Simplement ici je voulais aborder quelques points qui sont vraiment intéressants et qui sont souvent peu développés par les manuels et peu développés également dans les cours la plupart du temps, qui sont des points spécifiques justement de tension religieuse. On a
et ça on en parle souvent peu, la radicalisation d'une partie de la population juive d'Israël. Ceux qu'on appelle les ultra-orthodoxes ou les orthodoxes, mais surtout les ultra-orthodoxes, ce sont des juifs radicaux qui refusent tout compromis avec les États arabes autour et les groupes palestiniens qui peuvent être sur le territoire justement où eux-mêmes souhaitent s'installer. Ils sont souvent ceux qu'on appelle les colons. Alors, ils s'installent dans des villes et des villages qu'on appelle colonies, en expulsant la plupart du temps certaines populations palestiniennes du territoire et en s'appropriant les terres et l'eau. Donc ça pose énormément de problèmes. Dans certains quartiers arabes de Jérusalem, les colons avaient aussi chassé une partie de la population. Ça crée des tensions très fortes entre les jeunes Palestiniens et les populations juives qui vivent dans les territoires qui sont occupés par Israël. On a également la montée du Hamas à Gaza. Le Hamas, qui est un groupe sunnite proche des frères musulmans, qui tire des roquettes sur l'État d'Israël. Depuis une opération israélienne qui a été très meurtrière sur la bande de Gaza avec beaucoup de bombardements, ils se sont quand même pas mal calmés. Mais le Hamas qui contrôle ce petit morceau de terre qu'on appelle la bande de Gaza, sa radicalisation, elle a abouti à un conflit direct avec Israël parce qu'eux refusent, contrairement à l'OLP qui occupe les territoires de Cisjordanie, le Hamas a refusé toute forme de discussion avec les gouvernements israéliens successifs. Donc là, ils se sont un petit peu assagis, mais ça reste des tensions quand même assez importantes. L'État islamique en Syrie et en Irak, il n'y a pas besoin de le rappeler, il fait partie. Il est présent pour occuper certaines zones, semer la terreur, mais aussi, et ça on n'en parle pas forcément non plus beaucoup, il est facteur de très nombreux attentats meurtriers dans la région du Proche et du Moyen-Orient. Les attentats quotidiens qu'on peut avoir à Bagdad, des attentats en Syrie, à Damas, ou dans d'autres grandes villes comme Homs, en plus des combats qui peuvent mener à la fois contre les rebelles syriens et contre le gouvernement syrien. Ce qui est un apport de connaissances intéressante, par exemple, c'est de rappeler que les colons israéliens, eux, font pression pour que leurs implantations soient légalisées par l'État israélien, ce qui est encore en discussion en ce moment. Ce qui manque dans beaucoup de documents, et là dans les documents que j'avais commentés avant, c'est que les échelles ne permettent pas de voir les implantations israéliennes spécifiquement, que l'État islamique perpètre des attentats meurtriers mais qui ne sont pas marqués justement par des figurés spécifiques, que même les combats au cœur desquels ils sont, là dernièrement c'était autour de Palmyre au Mossoul, ne sont pas mentionnés dans la plupart des documents parce que c'est assez récent, mais aussi leurs principaux attentats, ils ont marqué l'opinion internationale pour ceux qui avaient été commis en Occident, comme à Paris, Nice ou en Floride. En tout cas, de gens qui se réclamaient d'eux, mais on a très peu d'indications là sur la carte. Autre point dans cette radicalisation, et qui est peut-être central aujourd'hui, c'est la confrontation entre un État chiite et un État sunnite, donc l'Arabie saoudite et l'Iran qui représentent le chiisme d'un côté et le sunnisme wahhabite qui est une branche très conservatrice de l'islam. Ces minorités ou majorités chiites et sunnites, elles figurent sur les cartes. Mais on est obligé d'apporter des connaissances personnelles en rappelant que ces deux États, l'Arabie saoudite et l'Iran, sont engagés dans une guerre froide sur fond de vision de l'islam différente et de vision de la société. Au Yémen, alors là, des soutiens directs dans une guerre civile avec une rébellion chiite opposée à un gouvernement sunnite. En Irak, où l'Iran soutient le gouvernement à majorité chiite contre la plupart des milices sunnites et l'État islamique. À Bahreïn, où on a une majorité de la population qui est chiite, mais le gouvernement est sunnite, enfin le prince. Dans tous ces lieux, au Syrie, en Liban aussi, on a une influence iranienne très importante pour armer des groupes chiites contre des gouvernements sunnites qu'on estime être oppresseurs.
Alors chacun soutient des partis opposés. Au Liban, c'est le Hezbollah qui est soutenu par l'Iran. En Syrie, c'est le gouvernement syrien de Bachar el-Assad qui est, on va dire, quasiment chiite. Les Alaouites sont d'une certaine manière une branche du chiisme. Ce qui manque là dans les documents pour illustrer ce type de conflit, c'est que on voit pas réellement qui est contre qui est opposé à qui. On n'est pas dans ce type de document ni de carte. Et c'est pour ça que j'avais souhaité C'est pour ça que pour illustrer tout ça, on peut utiliser le travail de Monsieur Léger, qui est assez intéressant de ce côté-ci, qui permet de voir par exemple la guerre civile iranienne, les enjeux entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. D'un côté, vous avez l'Iran qui va apporter un soutien à Bachar el-Assad et à son gouvernement. Avec la Russie là, qui devient de plus en plus un interlocuteur pour les Iraniens. L'Arabie Saoudite, qui elle a longtemps soutenu les islamistes qui combattaient le gouvernement de Bachar el-Assad. Même chose du côté du Yémen, dont on parle peu aux infos, ou alors vraiment uniquement quand il y a des grands bombardements. Vous avez toute une coalition de pays sunnites réunis autour de l'Arabie Saoudite ici, qui finance en grande partie justement le gouvernement du Yémen qui est sunnite, qui va se retrouver à instrumentaliser ce conflit yéménite pour s'opposer à l'Iran. Là, l'Iran est le soutien direct d'une minorité qu'on appelle Houthi, qui est chiite, et qui va combattre en partie pour appuyer les intérêts de l'Iran dans la région, mais surtout pour renverser le gouvernement sunnite local. Donc là encore, beaucoup de choses à traiter éventuellement, qui manquent dans les documents et sur lesquels il faut parfois insister. Un autre point qui est assez peu fréquemment abordé et qui permet de bien traiter des documents, c'est la présence de minorités chrétiennes ou de minorités musulmanes, chiites ou sunnites à l'intérieur des pays eux-mêmes. Alors là, je vous mettais un des soucis, c'est que les documents que j'ai présentés ne mentionnaient pas les minorités chrétiennes. Nous, ce qu'on peut apporter comme connaissance, c'est que les minorités musulmanes dans l'État d'Israël, donc l'État juif, sont importantes. Les tensions, elles sont importantes parce que souvent, ce sont des citoyens qui ne sont pas considérés comme étant aussi importants que des citoyens juifs. Des cas de députés arabes, israéliens, musulmans arrêtés par la police ou détenus pour des motifs divers ou variés sont fréquents en Israël. Et ça reste au pouvoir judiciaire et à la Cour suprême israélienne souvent de protéger la minorité arabe en Israël qui a la nationalité israélienne. Certains, une toute petite minorité, sont chrétiens, d'autres sont druzes, je ne vais pas revenir sur toutes les variantes de l'islam, mais en Israël, on a cette minorité arabe qui est importante, qui maintenant pèse à peu près 25%, allez, 20% de la population, et qui entend jouer un rôle politique à l'avenir, même si ils sont obligés pour la plupart de se fondre dans la société israélienne pour exister. Alors, on peut également parler des rapports tendus entre chiites et chrétiens au Liban, parce qu'on a à peu près au Liban 35-40% de chrétiens, une trentaine de pourcents de chiites aussi, le reste de sunnites et de sectes diverses. On a un pays qui est fractionné entre tout un tas de groupes dont aucun n'est majoritaire, et donc il faut constituer des alliances pour réussir à construire justement un gouvernement. Et enfin, parler des chrétiens qui ont été forcés à l'exil en Irak notamment, il y avait de fortes minorités chrétiennes qui étaient protégées à l'époque par le dictateur Saddam Hussein, relativement protégées. Plusieurs centaines de milliers de chrétiens en Irak ont fui depuis le conflit, alors qu'ils étaient peut-être 1 million et demi en Irak avant l'arrivée de l'État islamique.
Alors, la plupart des documents qu'on peut étudier oublient la multiplicité des minorités qui peuvent vivre dans un État, voire à cheval sur plusieurs États, et ça c'est lié à des problèmes d'échelle aussi. On ne peut pas tout faire figurer sur une carte, mais il faut pouvoir le rappeler. Alors, on peut aborder 3 points ici. Les facteurs politiques qui sont liés à la géostratégie, les conséquences de la guerre d'Irak et, d'une certaine manière, celles des révolutions arabes. Alors, les révolutions arabes, qu'on a appelées printemps arabe aussi, ont échoué toutes dans la région. Hein. Le seul qui a, on peut le dire, réussi, c'est la révolution en Tunisie. Du coup, si on doit présenter une carte assez rapidement, on peut s'appuyer sur ce type de document. On a justement une révolution, une démocratisation du régime en Tunisie, mais des guerres qui perdurent en Libye, en Syrie, au Yémen. Dans ces pays, on est toujours dans un état de guerre qui semble pas justement vouloir s'arrêter. Alors, en Syrie, parce qu'on a aussi des États qui s'en mêlent, comme l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Russie. Au Yémen, même chose, parce qu'on a ces soucis d'intervention, comme on l'avait vu, de l'Iran et de l'Arabie Saoudite qui vont entretenir le conflit aussi pour leurs intérêts propres. Alors ça nous fait un premier constat qui est que ces révolutions arabes, elles ont déstabilisé tous les régimes politiques de la région, sans réellement atteindre la promesse de démocratie qui avait été, en tout cas la promesse, l'espoir de démocratie que ces révolutions avaient suscité. C'est pour ça que je vous ai mis, la démocratie est toujours absente dans presque tous les États concernés. Ces révolutions, elles ont été menées par des jeunes éduqués, des classes moyennes aussi, qui désiraient des libertés politiques, mais aussi des libertés sociétales. On sait que certains voulaient quand même une forme de liberté d'expression, mais aussi parfois d'expression culturelle ou artistique, ou même simple fait de pouvoir se montrer avec sa copine dans la rue, hein, c'est des choses en s'embrassant, qui sont parfois impensables dans certains pays musulmans, et ça faisait partie des aspirations justement de cette jeunesse. Alors, du coup, je vous ai mis une espèce de conclusion à chaque fois par rapport à ces facteurs politiques. L'instabilité perdure. Hein, les révolutions sont devenues des guerres civiles, donc en Syrie, au Yémen et en Libye, même si on est en dehors du Proche-Orient. Et en Égypte, on peut dire que l'état de tension est maximal entre l'armée et puis les frères musulmans qui sont le groupe qui a été chassé du pouvoir. Bref, la géostratégie, la recherche d'influence on va dire d'influence russe, joue aussi un rôle important dans les facteurs politiques de conflit. Les frappes russes ont frappé beaucoup en Syrie les rebelles et l'État islamique. Les troupes au sol s'installent dans certaines villes qui sont reconquises comme Alep. Mais on a aussi la présence américaine et l'intervention américaine qui ont des conséquences fortes sur les conflits dans la région. Donc l'Irak a implosé suite à la présence américaine. La Syrie semble vraiment très divisée entre, d'une part, des Kurdes, des régions qui sont tenues par les rebelles, d'autres par l'État islamique. On a des États, et ça vous pouvez en faire le constat, qui sont en train de se déliter, qui partent en morceaux. Les USA, là je vous ai mis très présents pendant une vingtaine d'années, notamment en Irak, et ou au Koweït, en Arabie Saoudite, se sont progressivement retirés. Hein. Ils ont eu jusqu'à 400-500 000 hommes en Irak. Là, ils apportent un soutien à l'armée irakienne et au gouvernement, mais ça doit être 10-15 000 hommes. La politique d'Obama, paradoxalement, ça a créé une brèche dans laquelle s'est engouffrée la Syrie. La Russie, pardon. La Russie s'est engagée dans cette brèche en Syrie. Alors pas en Irak, parce que les Américains tiennent quand même bien le terrain, mais les Russes sont l'allié historique du régime syrien, donc ils sont intervenus pour essayer de sauver Bachar el-Assad. Alors dans beaucoup de documents, ce que vous pouvez la plupart du temps critiquer, c'est le manque de précision sur la nature des régimes.
Parfois, on va vous mettre démocratie, pas démocratie, c'est relativement simpliste. On a quand même des régimes qui sont militaires, des régimes qui sont laïques, des régimes qui sont religieux, des régimes qui sont très répressifs, on pourrait dire comme en Égypte actuellement, ou en Syrie, mais des régimes qui sont quand même plus complexes, comme en Irak, qui font face surtout à de la violence. Donc on a un manque de clarté aussi dans beaucoup de documents sur l'influence des puissances régionales ou mondiales. On va beaucoup vous parler de la Russie, mais assez peu de la Chine ou des États-Unis qui sont censés s'être retirés. Alors les Américains sont encore nombreux, on va le voir. Les conséquences des guerres d'Irak, alors là on peut exploiter plusieurs documents. Les conséquences des guerres d'Irak, ça a été une partition un petit peu du pays entre toutes ces différentes régions. D'accord? Le Kurdistan, les Kurdes se sont retrouvés quasiment indépendants et autonomes. Les Arabes sunnites, ces derniers temps, se sont tournés en fait vers l'État islamique, tandis que les chiites qui vivent au sud et qui sont majoritaires tiennent le gouvernement du pays, mais en réalité, ils ne tiennent que la moitié du pays. Donc ça, ce sont des choses qui vous permettent aussi d'appuyer un argument sur le fait que les conséquences de la guerre d'Irak sont un éclatement du territoire irakien qui est un héritage aussi justement de la colonisation et qui n'est pas forcément très bon. Alors ici, pour parler des interventions russes, j'avais choisi une petite carte d'un groupe américain qui montrait l'importance des frappes russes en Syrie. On voit d'abord que ce sont les cibles du gouvernement syrien que les Russes, d'une certaine manière, ont accepté de viser en premier. C'est-à-dire que le gouvernement syrien voulait reprendre Alep. On a bombardé massivement Alep. Et la ville a été reprise même si elle est en ruine. Même chose à Homs. D'accord? Les Russes appuient beaucoup les troupes syriennes. Et là, c'était il y a donc 7-8 mois à peu près. Et le gouvernement de Bachar el-Assad a repris quasiment toute cette région, donc la Syrie la plus peuplée et la plus intéressante. Alors que l'État islamique représente assez peu au final. Là, si je vous remets la carte, l'État islamique, c'est ce qui est en noir, a beaucoup régressé, se concentre surtout autour de Raqqa, de Palmyre et de Deir ez-Zor. Donc des zones essentiellement désertiques et peu peuplées. Donc là, on a un véritable recul de ce groupe en Syrie, et c'est en partie dû au bombardement allié, mais aussi à la présence russe, et pas seulement. Alors les conséquences de la guerre d'Irak, on peut dire, c'est l'instabilité permanente dans la région. La crise syrienne, elle est aussi liée aux conséquences de la guerre d'Irak. La déstabilisation de toutes les dictatures, ça a favorisé les islamistes, mais aussi un retour de certains groupes militaires nationalistes, même en Turquie. En Turquie, les militaires ont essayé plus ou moins de renverser l'ancien président Erdogan, qui lui-même a fait une espèce de contre-putsch avec des purges multiples et vire la dictature. Donc on a beaucoup de régimes qui deviennent très durs, très autoritaires, c'est une tendance lourde. La démocratie a plutôt régressé, hormis en Israël, mais en Turquie ou en Égypte, c'est le cas. Donc l'État islamique, je vous rappelle, est né du conflit irakien. Les Américains sont restés quand même très présents pour lutter contre ce groupe qui revendique des attentats aussi sur le sol américain. Mais le fait que les Américains qui sont très présents en Arabie Saoudite, à Oman, aux Émirats Arabes Unis, ferment les yeux sur l'absence de démocratie dans la région, ça les décrédibilise aussi en partie. Alors on a des conséquences qui ne sont pas toujours très claires dans les documents de cette présence américaine ou russe, mais il ne faut pas oublier que les Américains sont encore plus présents dans le nord de la Syrie à combattre avec les Kurdes que les Russes, qui 5000 hommes, là je vous ai mis contre 4000 hommes. Alors c'est un bilan qu'on peut dresser assez rapidement à partir de documents, et ça fait partie des choses que vous pourriez avoir à resituer dans une étude critique de documents si ça portait justement sur une période, mettons, de 1991 à nos jours. Alors, un peu avant de terminer, je voulais revenir
sur le rappel de la situation du Proche et du Moyen-Orient, parce que ça peut vous permettre d'entamer une introduction par ça. L'Empire ottoman, ça a dominé la région pendant 400 ans. Donc une présence durable. Ici, l'Empire ottoman, d'une certaine manière, ça avait repris en partie les terres qui étaient sous la domination des Byzantins il y a très longtemps. Mais ça s'est étendu sur la plupart des terres arabes, en étant beaucoup moins influent justement sur la Perse et ce qui sera aujourd'hui l'Iran. Donc on a une présence ottomane très forte pendant 400 ans, mais la chute de l'Empire ottoman, ça a créé totalement une nouvelle donne. On a plusieurs États arabes qui se sont créés, certains sous domination française, la Syrie, le Liban, d'autres sous domination britannique, l'Égypte, la Jordanie et la Palestine. Autre rappel, depuis la fin du 19e, les Juifs du monde entier ont d'une certaine manière répondu à l'appel sioniste de venir émigrer en Palestine, mais en réalité, de la fin du 19e aux années 1940, on a un flux d'émigration très lent. Quelques dizaines de milliers de juifs, par-ci, par-là, pas un mouvement migratoire très fort comme on va avoir dans les années 40-50 et encore plus dans les années 90 avec la chute de l'Union soviétique. Autre rappel, après la Shoah et la Seconde Guerre mondiale, les juifs survivants de la Shoah émigrent en Palestine, où les Britanniques vont pas parvenir à empêcher le développement d'un conflit entre ces mêmes colons et les populations arabes. Ici, je vous ai mis les terres qui ont été acquises par des colons juifs à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Vous voyez, c'est ce qui est en orange, c'est tout petit. Ensuite, en pastel saumon, l'acquisition des terres par les Juifs, 1914-1928, c'est déjà un peu plus massif comme phénomène. Et les terres en orangé qui ont été acquises ensuite par les Juifs, ça restait quand même un peuplement minoritaire. Les territoires qui étaient densément peuplés par des populations arabes correspondent globalement à la Cisjordanie actuelle, c'est-à-dire aux territoires que l'armée israélienne occupe, mais qui n'est pas officiellement rattaché à l'État d'Israël. Enfin, un schéma que je donnerai certainement pour garder en format papier parce que ça reste utile, qui rappelle un peu toutes les ruptures qui se sont produites depuis la Seconde Guerre mondiale au Moyen-Orient. La fin de la colonisation dans la région et donc les décolonisations avec beaucoup d'indépendance, qui amènent les guerres israélo-palestiniennes ici. Israël est né d'une certaine manière d'une décolonisation. Les Britanniques partent et les Juifs créent un État. La question palestinienne qui reste en suspens dans ce contexte, et tous les autres conflits dont on pourrait parler en dehors des guerres israélo-arabes sur cette première période qui irait justement jusqu'en 91. Alors dans le cours j'ai choisi une périodisation différente parce que je m'arrête dans les années 70 quand l'Égypte accepte de faire la paix avec Israël parce que ça marque justement les débuts d'espoir de paix. Mais on peut choisir une autre forme de schématisation où on irait jusqu'à la fin de la guerre froide, puis on aurait la dernière rupture qui est ici, qui est celle des printemps arabes. Parce que cette histoire de mouvement des indignés, c'est quand même pas très très important non plus dans la région, ça concerne surtout l'État israélien. Alors durant la guerre froide, le bloc soviétique, c'est la Syrie, le Yémen, l'Afghanistan et l'Égypte. L'Égypte avec un bémol quand même, à partir de la fin des années 70, il y a une distanciation vis-à-vis de l'URSS. Et bref, on peut rappeler les autres conflits, qui sont la guerre civile libanaise, 10 ans, mais au sein de laquelle Israël a joué un rôle important, la guerre entre l'Iran et l'Irak entre 1980 et 1988, qui a fait tout de même 1,5 million de morts, et les enjeux de la guerre froide avec un bloc occidental qui sont les puissances directement loyales et fidèles aux États-Unis, et puis celles qui sont liées à l'Union soviétique. On retrouve les Syriens qui sont toujours alliés des Russes aujourd'hui. La fin de la guerre froide, ça amène tout un tas de changements majeurs.
D'accord? C'est pour ça qu'aussi je vous mets quelques causalités directes. La montée des identités religieuses, elles sont quand même liées aussi en partie au conflit que les États-Unis ont déclenché suite aux attentats du 11 septembre. Les États qui ont été envahis ou attaqués par les États-Unis sont les États qui sont dans un chaos quasi total aujourd'hui avec des forts mouvements islamistes. Pour faire suite à la question palestinienne entre les deux époques, ça a pris la tournure justement de l'intifada, mais aussi des attentats suicides. Il y a eu des époques très violentes en Israël avec des attentats quotidiens. Ça a été extrêmement fort. L'État palestinien est plus toujours une autorité institutionnelle qu'un véritable État reconnu par les autres. Et il semble qu'Israël s'oppose toujours à ce développement. Alors la dernière rupture, celle des printemps arabes, ça vous permet d'une certaine manière d'en rajouter une louche dans une étude critique de documents en expliquant bien que bah, les printemps arabes ont contribué à accroître encore la déstabilisation de la région qui était déjà bien avancée après la guerre froide et après les interventions américaines multiples. Donc j'espère que ça suffit plus ou moins à couvrir le champ de ce dont on peut parler sur des éléments de contexte et des éléments de compréhension qui sont difficiles à placer dans un cours.